tous. Nous sommes réunis donc aujourd'hui sur une thématique, stress aigu, stress post-traumatique. Et donc avant de commencer, comme vous pouvez le voir, vos micros, caméras sont désactivés par défaut. Les questions, vous pourrez les poser dans le chat, donc dans le chat, Teams, hein, bien sûr, ou en fin de webinaire en réactivant votre micro. Ce webinaire est enregistré et il sera à votre disposition sur la chaîne YouTube du SSTI 33. Et le support que nous présentons sera envoyé à vous toutes et à vous tous par mail. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est stress aigu, stress post-traumatique. Donc, dans les premières minutes de ce webinaire, je vais vous définir exactement de quoi nous parlons. La thématique en dessous affichée, c'est préserver la santé psychologique des salariés confrontés à un événement potentiellement traumatique. Alors c'est effectivement une vraie problématique parce que ces problèmes de stress post-traumatique peuvent, dans un nombre de cas qui n'est pas négligeable, déboucher sur un avis d'inaptitude et l'éloignement du monde du travail et l'éloignement du monde de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est un thème important puisque je suis également le pilote du groupe Maintien en emploi et donc ce webinaire s'inscrit également dans ces thématiques de maintien dans l'emploi. Donc je me représente pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis le docteur Llorente, je suis médecin du travail et notamment de l'entreprise Keolis. Je vais maintenant passer la parole à monsieur Grabeau qui va m'aider à tenir ce webinaire. Donc je passe la parole à monsieur Grabeau qui va également se présenter. À vous, monsieur Grabeau. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, j'ai la chance d'avoir moi le micro et la caméra ouvertes. Donc, je suis psychologue à la cellule d'urgence médico-psychologique Charles Perrins et CHU. J'ai plusieurs missions à ce titre et une de mes missions, c'est de tenir une consultation psychotrauma au Tripode, qui est donc ouverte aux employés, aux travailleurs qui traversent un événement potentiellement traumatique au cours de leur exercice professionnel. Voilà. Et j'utilise le MDR en première intention, directe, voilà, pour une série de 5-6 séances. Ça, c'est les activités consultation psychotrauma. J'anime aussi le réseau des volontaires CUMP. Je fais de la formation et bien sûr, nous intervenons sur place lorsqu'il y a des événements à forte ampleur avec de nombreuses victimes. Voilà, pour commencer. Très bien, je vous remercie, monsieur Grabeau. Et donc, voici un petit plan de notre webinaire. Nous allons définir un peu le stress aigu. Ensuite, vous nous parlerez des conduites à tenir immédiates. Ensuite, je parlerai du stress post-traumatique et vous terminerez en évoquant les différentes thérapies et les cas cliniques. Voilà. Donc, on va d'abord commencer par la notion de stress aigu. Stress aigu, de quoi parle-t-on? Alors, pour pouvoir parler de stress aigu, en tous les cas dans le champ de notre intervention, le stress aigu, donc c'est une réaction physique et psychologique d'alarme du sujet face à un événement traumatisant qui représente une menace vitale ou qui fait référence à un vécu de mort. Donc que ce soit la mort du sujet, la mort d'autres personnes, ça peut être également le spectacle de la mort. Et en tous les cas, il faut un événement donc d'un niveau d'intensité élevé. Alors les types de situations traumatisantes, ben, ça peut être un accident mortel, hein, ça peut être quelqu'un qu'on a renversé, ça peut être des phénomènes de violence, une agression lorsqu'on est agressé violemment par une personne. Ça peut être aussi un attentat, un incendie, ça peut être, un suicide ou une tentative de suicide sur le lieu de travail. En tous les cas, des événements violents, des images violentes qui nous, confrontent, directement à, l'idée de la mort et à la violence de la mort. Donc on est sur un phénomène de stress aigu. Alors, on a voulu résumer un petit peu le mécanisme, du stress, hein. Donc le mécanisme du stress est un mécanisme d'adaptation, hein,
comme l'a défini le Hans Selye, hein, il y a très longtemps, en 1936. Hein. Donc on a 3 phases de stress, la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. Donc pour faire simple, il faut savoir qu'on est sur un mécanisme qui met en jeu, le cerveau, notamment l'hypothalamus, l'hypophyse, qui ont une action sur, la glande surrénale. Donc il va y avoir libération d'hormones, libération d'adrénaline, de noradrénaline, libération également de cortisol et ces hormones donc vont déclencher au niveau de l'organisme, le mécanisme du stress qui est donc un mécanisme d'adaptation, tout simplement de, l'organisme. Donc le stress aigu, c'est évidemment, tout de suite dans la période immédiate, mais également dans la période post-immédiate où on reste encore dans l'état de stress aigu. On ne peut parler de stress post-traumatique qu'au-delà d'un mois. Alors, l'intensité du stress, il va dépendre effectivement, du stimulus, hein, de la situation, mais il va dépendre aussi de la personne. Nous sommes très inégaux face au stress. Il va y avoir des personnes, qu'on peut qualifier, dont on peut dire qu'elles ont une bonne résilience, hein, qui, vont bien s'adapter au stress et qui vont être en capacité de faire face. Alors encore plus, comme, vous le voyez sur le petit, schéma, si le stress est peu intense, la personne va arriver à contrôler ses émotions et cette notion de contrôle des émotions est très importante, hein. Parce que ce contrôle des émotions, on le retrouve, partout, dans le monde du travail et encore plus évidemment dans cette situation très aiguë. Donc là, ça va être une réaction utile, salvatrice, de durée brève. La personne, se focalise sur la problématique, elle a la bonne réaction, elle mobilise bien son énergie et elle fait face au stress. Pour en revenir un peu sur le petit, schéma, précédent, ce mécanisme du stress, c'est intéressant de noter au passage il est en partie régulable grâce à la respiration, hein. Donc ça, on verra ça tout à l'heure avec monsieur Grabeau sur les thérapies, possibles, hein, notamment celles qui mettent en jeu le contrôle respiratoire. Le contrôle de la respiration est un bon moyen de maîtriser son stress. Il faut savoir également que lorsque ces phénomènes de stress sont très répétés, il va se créer un circuit de la peur et que ce circuit de la peur peut entraîner même, chez certaines personnes, une hypotrophie de certaines zones du cerveau. Voilà. Donc tout ça pour vous résumer et dire que nous sommes très inégaux face au stress. Et donc on peut être confronté à un stress dépassé, c'est-à-dire un stress d'emblée trop intense, prolongé ou répété, qui va entraîner des réactions inadaptées qui traduisent la désorganisation psychique. Alors, globalement, en étant sur les modèles même animaux, on a 4 types de réactions immédiates de stress dépassé. La sidération, c'est-à-dire que la personne est complètement figée, gelée, elle ne peut plus bouger, elle est incapable de bouger. C'est comme le hérisson pris dans les feux de la voiture. Au contraire, la personne peut s'enfuir, carrément, hein, elle fuit, elle prend ses jambes à son cou et elle quitte le lieu, comme par exemple, une gazelle qui se sent, attaquée par un lion. Elle peut être au contraire excitée, agitée et là ça va développer au contraire une réaction de violence, d'agressivité, comme un lion en cage. Ou alors enfin, on peut avoir des actes automatiques. Alors ces actes automatiques, c'est des réactions complètement inappropriées. On pourrait dire, pour simplifier, que la personne se réfugie dans une activité automatique qui pourrait éventuellement la rassurer et donc elle se met, à marmonner, à répéter des paroles ou, à avoir, une gestuelle répétitive, qui est réputée l'immuniser ou la protéger contre le stress. Voilà, hein. Donc 4 attitudes inadaptées: la sidération, la fuite, l'excitation ou au contraire, les actes automatiques. Donc des réactions inappropriées et qui évidemment ne vont en aucun cas résoudre le problème. Alors, les troubles du stress aigu, donc ils vont apparaître, en fait, dès le début, hein, jusqu'au 30e jour et là, on a des critères de définition, tout à fait précis qui nous sont, fournis par, le DSM. Donc, le sujet
doit avoir été exposé directement ou indirectement à un événement traumatique, hein. Et on a vu un événement traumatique mettant en jeu la vie, hein, un événement traumatique avec une problématique de mort. Et donc, pour qu'on puisse parler de stress aigu, il doit présenter au moins 9 symptômes parmi les 5 catégories suivantes. Alors, la première catégorie, ce sont les symptômes intrusifs. C'est-à-dire, intrusif dans le sens où la pensée s'impose à l'esprit du sujet, c'est-à-dire qu'il ne la contrôle pas, hein. C'est quelque chose qui va venir dans son esprit, sans son autorisation, qui devient un intrus dans son cerveau. Donc vous pouvez avoir des souvenirs récurrents, des flashs qui arrivent n'importe quand. La nuit, vous pouvez avoir des cauchemars, des rêves inquiétants et des phénomènes de détresse, hein, comme si le phénomène se répétait, si on rappelle le souvenir à la personne. Donc ça, c'est les symptômes intrusifs, quelque chose qui n'est pas contrôlé et qui s'impose à l'esprit. C'est la première catégorie. En deuxième catégorie, on va avoir une humeur négative, c'est-à-dire que la personne voit la vie en noir, elle est incapable de vivre des émotions positives, tout devient mauvais, tout devient négatif. On peut avoir également en troisième catégorie des symptômes dissociatifs, qui sont plus rares, avec altération du sentiment de réalité. La personne a l'impression de vivre dans un monde irréel. Elle peut avoir également une amnésie partielle de l'événement traumatisant, une amnésie dissociative. Voilà. Et elle peut même se sentir des fois en dehors de son corps, avoir la sensation d'être complètement sortie d'elle-même. Donc ça, c'est des symptômes dissociatifs qu'on rencontre dans d'autres pathologies, hein. Des pathologies comme par exemple la schizophrénie ou des troubles plus graves, ou voire la prise de drogue, hein, qui peuvent entraîner cela. Mais là, on est vraiment pour le stress aigu après l'exposition à un événement traumatique. Très important également, les symptômes d'évitement, hein, qui deviennent de plus en plus gênants. Évitement des souvenirs, évitement des pensées ou des sentiments en lien avec l'événement, évitement de tout rappel externe de l'événement, de près ou de loin. La personne fait tout pour éviter ce qui pourrait lui rappeler cet événement terrible. Et enfin, on a les symptômes d'excitation ou d'activation, heu, avec des troubles du sommeil, une irritabilité, une difficulté de concentration, une hypervigilance, une réponse en sursaut exagérée. Et donc, pour qu'on puisse parler de stress aigu, il faut que ces symptômes provoquent une détresse importante, et perturber de façon significative la vie, sociale ou professionnelle. Donc, vous voyez bien cette période, de l'événement jusqu'à, 1 mois. Je vais maintenant passer la parole à monsieur Grabeau, qui va nous indiquer, les conduites à tenir immédiates et qui va développer cela tout de suite. Monsieur Grabeau, je vous cède la parole. Alors, bon, là, on s'appuie pour traiter les conduites à tenir sur deux diapos qui avaient été faites par Louis Kroc au moment où il a créé les cellules d'urgence médico-psychologique, 1995. Donc, Louis Kroc, c'est le pape de l'urgence médico-psychologique, à la fois médecin militaire, mais aussi psychologue, humaniste et militaire. Donc, voilà ce qu'il propose comme objectif à atteindre dans la prise en charge immédiate. Le premier point, c'est la création d'un sas entre l'événement, par exemple l'accident, et le retour à la vie normale. Voilà, un sas dans lequel la personne va pouvoir se poser et prendre le temps de faire cette transition entre là où s'est passé le drame et le retour à la vie normale, qu'il y ait un temps consacré à le retour à la normale. Ça peut être sur le plan physiologique avec retrouver un rythme cardiaque normal, mais ça peut être aussi une capacité à parler, à rentrer en relation. Bon. Dans cet espace, dans cet espace-temps, le rôle des personnes qui sont là, c'est de conforter. Voilà. C'est-à-dire, venez, rentrez, est-ce que vous avez froid, est-ce que vous avez soif, asseyez-vous. Voilà. L'incitation à la verbalisation, ça ne vient que dans un deuxième temps. Dans un premier temps,
l'idée est de faire poser la personne de manière à ce qu'elle retrouve une respiration, un rythme cardiaque et des capacités cognitives qui soient proches de la normale. À ce moment-là, on pourra lui poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce n'est pas la question à poser en première intention. Ensuite, dans les recommandations, il s'agit d'informer oralement et aussi par écrit, surtout par écrit, puisque la personne peut avoir ensuite des troubles de la mémoire, sur les symptômes et les lieux de consultation. Typiquement, bon, écoutez, si vous avez des difficultés à dormir pendant 1 ou 2 jours, c'est normal. Par contre, si ça persiste, vous devez aller consulter. Vous pouvez aller consulter là, là, là et là. Euh, si possible, des consultations sans délai. Faciliter l'identification du sujet aux autres. Ça, c'est une manière de s'appuyer sur les ressources du groupe pour aider chaque membre du groupe. C'est-à-dire, par exemple, les, les personnes impactées, impliquées, peuvent avoir des impressions, un vécu qui les inquiète beaucoup. Mais si dans la discussion, ils s'aperçoivent que d'autres membres du groupe ont le même vécu, euh, alors ça les rassure, ils se trouvent normal dans la normalité. Je prends un exemple, c'est une classe qui avait vu passer un jeune qui s'était immolé par le feu, et bien que la vue soit effrayante, ce qui les avait le plus choqués, c'est l'odeur. C'est le fait de faire rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes cet air vicié par la peau et les cheveux qui brûlaient. Et ça, lorsqu'il y en a un qui l'a dit, les autres ont dit, ah oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Voilà ce qu'on entend par l'identification du sujet aux autres. Bon, renforcer la cohésion du groupe, ça, il s'agit d'utiliser les ressources. Vous restez ensemble, vous pouvez aller faire ça. Si vous avez des problèmes, vous appelez votre camarade, etc. Ça, c'est renforcer la cohésion du groupe. Les sentiments d'impuissance et d'échec, ça, c'est tout ce qui tourne autour de la culpabilité de n'avoir rien fait, de n'avoir rien pu faire, même si il n'y avait rien à faire, la personne se sent euh, est toujours envahie par ce sentiment d'impuissance ou par la culpabilité. Évidemment, un conducteur de bus, de car qui écrase un piéton, il a un vécu d'assassin, donc ça, il ne s'agit pas de dire mais non, c'est pas votre faute, mais plutôt de laisser s'exprimer cette culpabilité de manière à ce que dans l'expression de la culpabilité, la personne le remette en doute par elle-même ce sentiment. Donc, on a dit au début qu'on créait un sas entre ce que les pompiers appellent le chantier, là où le bus est retourné par exemple, entre le chantier et la vie de tous les jours, le retour à son véhicule personnel pour rentrer chez soi par exemple. Donc, il y a un temps de préparation qui est la sortie de ce sas. Voilà. On prépare le sujet à retrouver quelqu'un de sa famille en s'assurant que c'est une personne bienveillante ou son entourage. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on explique, qu'on déconseille de parler aux médias, aux journalistes qui attendent souvent dehors. L'avant-dernière recommandation, c'est repérer les sujets fragiles, soit ceux qui ont des antécédents, soit ceux qui, de toute évidence, de par leur jeune âge, de par d'autres difficultés, vont avoir du mal à digérer seuls cet événement. Et donc, on les repère, on prend les coordonnées, on les rappelle, de manière à les accompagner. Enfin, le dernier objectif de Louis Croc, c'est la fin de l'histoire. C'est à un moment donné, amener le sujet à pouvoir dire, bon d'accord, c'est arrivé, je ne nie pas le fait que ce soit arrivé, mais bon, voilà, c'est arrivé. C'est composé. C'est-à-dire que le sujet met un terme lui-même à cet épisode pour passer à autre chose. Il ne s'agit pas de l'oublier, évidemment, mais voilà, ça fait partie, on le classe dans le passé. Voilà pour les 10 objectifs de Louis Croc.
Alors, Louis Kroc proposait aussi un certain nombre de choses à ne pas faire, des grands classiques dans ces situations. Donc, j'en ai déjà évoqué un, c'est déculpabiliser les personnes. C'est-à-dire, mais non, c'est pas votre faute, mais ne dites pas ça, pour casser la culpabilité, évidemment, ça ne marche pas aussi directement. La deuxième chose, en particulier quand il y a de l'incertitude sur des blessés graves ou des personnes disparues ou des données inconnues, banaliser. Mais non, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va aller, ça va aller. Souvent, non, ça ne va pas. Donc, ça aussi, il faut éviter de le dire. Il faut éviter de médicaliser en donnant des benzodiazépines. Ça, c'est les recommandations, hein, les benzodiazépines qui vont bloquer ces processus auto-organisateurs qui permettent justement de passer à autre chose. Donc la molécule que nous recommandons, c'est la Tarax, l'hydroxyzine. Une erreur aussi, c'est de projeter le sujet dans dans une temporalité qui est impossible pour lui. Bien sûr, bon, les spécialistes savent que ça va s'arranger, qu'il y a dans la plupart des cas une résorption spontanée, et que, évidemment, ça ira mieux dans 15 jours, dans un mois, mais inutile d'en parler au sujet parce que lorsqu'il est dans ce temps immédiat, il est incapable justement de se projeter dans le temps. C'est un dérèglement cognitif qui fait partie du tableau. Et puis donc, il y a une série de stéréotypes, hein, il faut voir le corps pour faire son deuil, vous devez porter plainte pour vous réparer, ou bien votre agresseur doit reconnaître les faits, ça vous aidera, ou pire encore, ah mais si vous avez si vous reste deux enfants, c'est bien, comme ça vous pourrez oublier celui qui est décédé. Toute une série d'expressions, de stéréotypes sociaux qui appartiennent plus au langage de la concierge qu'à celui de l'intervenant. Et dernier point que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la croyance que la résolution doit passer obligatoirement par la verbalisation et que cette verbalisation doit se faire au plus tôt. Donc non, peut-être que ça passera par la verbalisation, mais en tout cas, la verbalisation immédiate n'est pas toujours la solution. Hein, on le reverra tout à l'heure, mais gardez cette idée d'un château fort dont le mur d'enceinte a été cassé par des tirs de boulets. La première chose qu'il faut faire, c'est reconstruire le mur d'enceinte. On verra après pour ranger les choses à l'intérieur. C'est un peu l'idée. On repart là sur Oui, ça c'est on va encore enchaîner moi. avec le stress post-traumatique et je reprends juste la parole pour vous la redonner puisque nous allons aborder la notion du traumatisme psychique et c'est vous qui allez nous le présenter, Monsieur Grabot. Merci. Oui, alors, dans ce tableau clinique d'état de stress aigu, si vous voulez, il y a deux angles d'attaque. Il y a un angle d'attaque qui est physiologique, c'est la physiologie du stress qui est née en laboratoire à partir de modèles animaux, hein, et d'un stress standardisé. Généralement, on leur envoie un choc électrique. Et donc, on peut mesurer l'accélération du rythme cardiaque, les sécrétions d'hormones, etc., etc. Mais de l'autre côté, il y a un modèle qui est plus ancien, puisqu'il date de 1920, proposé par Freud, mais qui est toujours d'actualité. C'est le modèle de l'effraction. C'est classique, on en entend beaucoup parler dans les médias, de l'effraction de l'appareil psychique. Donc voilà l'idée. Freud, à la sortie de la Première Guerre mondiale, le texte au-delà du principe de plaisir, date de 1920. Donc Freud observe les soldats qui ont fait la guerre dans les tranchées, qui ont vécu l'horreur, et à partir de là, il développe un concept, une modélisation à partir de la notion physiologique de vésicule. C'est-à-dire, une vésicule, c'est un espace intérieur séparé de l'espace extérieur par une membrane.
cette membrane a un rôle de filtrer les échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, il se transpose ce modèle au fonctionnement psychique avec donc un appareil psychique qui filtre ce qui rentre de l'extérieur vers l'intérieur. Hein. Typiquement, quand vous arrivez en voiture sur l'autoroute et qu'il y a l'accident corporel sur la droite, il y a ceux qui regardent et il y a ceux qui détournent volontairement la tête. Voilà, ça c'est l'exemple du filtrage. Donc, on filtre, ou bien on se bouche les oreilles, ou bien on ferme les yeux quand on est devant un film avec un passage trop traumatique. Donc ça, c'est cette capacité automatique de filtrer ce qui vient de l'extérieur à l'intérieur. Et pareil, ce qui est à l'intérieur, et vous le filtrez vers l'extérieur. Si vous êtes pris d'un désir fou pour votre supérieur hiérarchique, un désir sexuel, eh bien, vous le gardez pour vous. Vous n'allez pas l'exprimer, enfin, la plupart du temps. Euh, donc, hein, vous voyez bien la comparaison qu'il y a entre cette membrane de la vésicule et le mur d'enceinte du château fort. Le mur d'enceinte filtre aussi par le système du pont-levis qui filtre les entrées et les sorties. Bien, donc voilà le modèle. Qu'est-ce qui se passe dans un moment traumatique? En fait, dans un moment traumatique, un objet qui est en fait la réalité de la mort, le cadavre si vous voulez, rentre à l'intérieur du sujet de manière brutale. J'ai plusieurs exemples très typiques de ça, mais bon, peut-être que le plus parlant, c'est le conducteur d'une camionnette qui circule, c'est en décembre, il fait nuit, il pleut, il fait froid, mais bon, à l'intérieur, il y a le chauffage, il y a la musique, tout va bien. Et puis, dans un flot relativement ralenti sur la double voie. Au dernier moment, il voit une personne et cette personne vient avec sa tête fracasser le pare-brise. Et donc, voilà, le milieu extérieur vient faire effraction à l'intérieur avec la réalité de la mort. Voilà. Une réalité qu'on a du mal à se représenter. Hein. Souvent, dans ces situations, on ne s'imaginait pas du tout vivre ce que l'on a vécu. Jamais, à aucun moment, il y avait une représentation préalable de ce qui a été, vécu. Voilà le modèle de l'effraction. Un corps étranger, non représenté, non représentable, rentre violemment à l'intérieur en brisant les défenses et se retrouve à l'intérieur comme ça. Et c'est ça qui crée le traumatisme psychique, avec donc la nécessité de faire sortir cet objet étranger, puis de refermer les défenses. Bon, voilà. Très bien, merci Monsieur Grabot. Donc là maintenant, je vais présenter les symptômes du trouble post-traumatique, donc à partir du 30e jour. Hein. Donc là, on a avancé. Hein, donc jusqu'à présent, on parlait de la période immédiate et post-immédiate, du stress aigu. Là, on est passé maintenant au stress post-traumatique. Donc là, on va avoir en fait six types de symptômes différents, donc qui reprennent d'ailleurs des symptômes de la première période, mais qui là donc s'installent, persistent. Donc des symptômes donc avec une souffrance qui est cliniquement significative et une incapacité importante à la vie sociale, à la vie personnelle, familiale, professionnelle. Donc les gens vraiment sont prostrés, ils sont chez eux, ils sont en arrêt et ils peuvent plus avancer. Alors les symptômes, ce sont lesquels? Donc on reprend les symptômes de l'intrusion, hein, dont on a déjà parlé. Hein. Donc les idées qui s'imposent à l'esprit au moment où on ne les attendait pas. Donc les flashs, les cauchemars la nuit. Quelque chose qui n'est pas choisi, ça débarque. Ça débarque comme ça sans prévenir et on peut pas le sortir de son esprit. À côté de ces symptômes de l'intrusion, le comportement d'évitement dont on a déjà parlé.
Donc, ben, on évite tout ce qui pourrait nous rappeler l'événement. Donc, les activités, les situations, les lieux aussi, on ne veut plus repasser à tel endroit, hein. Les personnes aussi qui rappellent le travail, on n'a plus envie de voir les personnes qui seraient susceptibles de nous en parler. On a également une troisième série de symptômes, c'est les effets négatifs sur les pensées et l'humeur, avec une évolution vers la dépression. Donc des symptômes de dépression, avec une note de culpabilité, de perte d'estime de soi, un état émotionnel qui est négatif de façon persistante. Voilà, le monde est mauvais, tout le monde m'en veut, voilà. Et des pensées donc de perte d'intérêt, des pensées purement dépressives, hein. J'ai envie de rien faire, un manque d'envie et donc toujours une incapacité à ressentir des émotions positives, plus rien n'est agréable. On prend plus plaisir, on n'est plus capable de lire un livre, on n'est plus capable, d'écouter de la musique, on est replié sur soi-même, on est prostré, voilà, tout est noir. Donc associé à nouveau donc les symptômes dissociatifs dont on a déjà parlé, avec la déréalisation dont je vous ai parlé, le monde, est-il vraiment réel? On se demande où on est et une dépersonnalisation aussi. On La personne ne se sent plus dans son corps, mais elle peut se voir, projetée au-dessus de son corps, à distance. Voilà. Des symptômes très particuliers et qui sont vraiment, très psychiatriques, hein, qu'on peut retrouver, comme je le disais, dans la prise de drogue. On va avoir enfin également une altération de la vigilance, hein, et des réactions. Donc, la personne devient irritable, elle a des crises de colère, elle se met en colère pour un rien. Elle a une hypervigilance, elle se replie sur elle-même, des troubles du sommeil et de la concentration. On appelle ça le remaniement post-traumatique de la personnalité, pardon. Donc la personne, plus personne ne la reconnaît. Il est plus comme avant, elle est plus comme avant. Il se serait jamais comporté comme ça avant, quoi. Lui qui était si sympa, si sociable, qui aimait bien nos petites réunions, nos repas ensemble, tout ça, bah, plus du tout. Là, on est vraiment dans une personnalité qui est complètement différente. Et enfin, parmi les autres symptômes, il va y avoir des phénomènes, qui vont être liés. Alors on va avoir des rituels de lavage, de nettoyage du corps de la personne et également la possibilité d'addiction. Alors addiction, ça va rejoindre également un autre aspect important après un traumatisme, ça va être la recherche du plaisir. C'est-à-dire une espèce de compensation. On a vécu quelque chose de négatif et l'individu va se tourner vers, des produits, des addictions, quelles qu'elles soient, alcool, drogue, et cetera. Donc c'est la recherche de plaisir, en quelque sorte pour compenser l'événement, qui a été, terriblement négatif. Et là maintenant, monsieur Grabeau, je vais vous repasser la parole puisque c'est vous qui allez nous parler des différentes thérapies. Merci. Oui, cette figure avec la flèche du temps et ces trois périodes, 0 à 3 jours, période péritraumatique, de 3 jours à un mois, puis après, c'est vraiment déterminant, ça définit les troubles et les modalités de traitement. Vous pouvez me remettre la diapo, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, dans la période immédiate, c'est-à-dire entre 1 heure et 48 heures, là, il y a marqué 24 heures, disons que entre l'événement et les 24 premières heures, l'intervention vise à maintenir le sujet dans un stress adapté, éviter les 4 catégories qu'on a vues de stress dépassé, la sidération, l'agressivité, enfin, l'agitation, les actes automatiques, la fuite. Donc, c'est éviter ça, essayer de retrouver un rythme cardiaque apaisé, retrouver une alimentation et surtout, très important, essayer de trouver le sommeil. L'enjeu de la première nuit est un enjeu très important qu'il faut viser pendant ces premières 24 heures. Le diffusing, donc, c'est la technique
qui consiste en individuel ou en groupe, à ramener les personnes impliquées à un niveau de fonctionnement adapté pour la suite. En post-immédiat, c'est plutôt mon secteur, j'interviens surtout en post-immédiat. Donc, en collectif, on a des techniques de débriefing de groupe. On réunit les personnes qui ont toutes été impliquées dans l'événement au même niveau. Soit ils ont assisté, on fait un groupe de ceux qui étaient là, et on fait un groupe du réseau proche. Ils n'étaient pas là, mais ils sont très proches. Et puis donc, chacun parle à son tour pour dire qu'est-ce qui s'est passé pour lui, parce que chaque personne, en fonction de là où elles étaient, du rôle qu'elles ont joué, ont un vécu différent. Ensuite, on fait un deuxième tour de table sur l'émotion qui les mobilise à ce moment-là. Comme ça, ils peuvent parler de leurs émotions, essayer de les nommer devant les autres. Les autres entendent aussi ce qui se dit. Et puis le troisième temps, c'est essayer de se projeter en groupe sur ce qui va venir après, en quoi ça va changer la manière qu'ils ont de vivre ensemble. Et pour un individuel, donc ce sont des consultations spécialisées. Où il est question donc de ce qui s'est passé, parler de ce qui s'est passé, soit spontanément, soit à travers des psychothérapies structurées qui sont énumérées dessous. Donc le MDR, c'est la psychothérapie qui est recommandée, donc c'est celle sur laquelle je vais m'étendre le plus. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit de stimuler, de mettre en œuvre un processus auto-organisateur qui, la plupart du temps, fonctionne tout seul. Imaginons que vous avez 50 personnes dans un bus qui vont passer à côté d'une image particulièrement traumatique. Sur les 50, la plupart vont s'endormir, réussir à s'endormir, et à ce moment-là, leur cerveau, en mode automatique, hein, c'est objectivé par les électroencéphalogrammes en phase de sommeil, et voire même avec l'IRM fonctionnel, on sait que le cerveau, à ce moment-là, va venir traiter l'information qui a été recueillie pendant la journée et la déplacer dans une autre zone de la mémoire, de mémoire à plus long terme, et c'est ce traitement pendant la nuit qui fait que la personne passe à autre chose et réengage de sa journée ses investissements et passe à autre chose. Mais, on l'a vu, euh, les hormones du stress qui augmentent la vigilance au moment où ça se passe, c'est fonctionnel, cette augmentation de la vigilance, mais cette activation de la vigilance peut empêcher le sommeil et empêcher le cerveau de faire ce traitement de l'information avec une image, le son, toutes les sensations de l'événement qui restent là, coincées dans une mémoire inadéquate. C'est ça que vise le MDR, c'est ça que vise cette psychothérapie qui s'appuie sur des stimulations bilatérales. Donc les plus classiques, c'est avec le doigt. C'est un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Ça peut être avec des sons dans les oreilles, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Ça peut être aussi avec des percussions sur les mains posées, enfin, légères percussions dans les mains posées sur les genoux. C'est le même principe, un coup à droite, un coup à gauche. Donc, ce modèle vient donc, je le redis, stimuler un processus qui se fait normalement pendant le sommeil. Donc, pour que ça puisse se faire, il faut amener le sujet à un lâcher-prise, à un relâchement physique, un relâchement psychique, un abaissement des défenses pour justement permettre que ce processus ortho-organisateur advienne. La technique du lieu sûr, c'est une technique de stabilisation. J'ai pas terminé sur la diapo MDR. C'est une technique de stabilisation utilisée en EMDR qui consiste à prendre une image particulièrement apaisante qui appartient au sujet. Hein, c'est un jour à la plage, pendant mon voyage de noces, c'est au refuge
X le 14 juillet, c'est dans le hamac du jardin de la grand-mère, voilà. Et renforcer cette image mentale pour en faire un véritable refuge psychique. Ça, c'est la première étape pour entrer en confiance et pour justement permettre au sujet qu'il abaisse son niveau de stress. Pendant les séances de MDR, donc, on utilise des échelles qui mesurent le stress et qui mesurent aussi, c'est un paramètre très important, la cognition négative. On verra dans les cas, c'est ce que le sujet a pensé de lui au cœur de l'événement. Si, par exemple, euh, son collègue tombe en arrêt cardiaque devant lui et que la personne est sidérée sur place, qu'elle ne peut rien faire, alors que pourtant elle a passé son diplôme de secouriste du travail et qu'elle sait faire les techniques de réanimation, le fait d'être là, paralysé sur place, va engendrer donc un sentiment, un puissant sentiment d'impuissance. Alors ça peut être de l'impuissance, ça peut être de la faiblesse, ça peut être de la culpabilité, ça peut être une autre forme de responsabilité. Donc ça, c'est un paramètre sur lequel le MDR va jouer directement et ça se mesure. Un autre élément aussi qui est très important en EMDR, c'est les sensations corporelles. On interroge le sujet sur les sensations corporelles qu'il a ressenties au moment où ça s'est passé. Hein. Lorsque vous avez des chocs avec les véhicules, il n'y a pas que du son, il n'y a pas que de l'image, il y a aussi des sensations kinesthésiques. C'est important de détailler ça et au fil des séances, on va aussi interroger le sujet sur ses sensations corporelles. Dernier point sur le MDR. Donc en EMDR, on traite des situations du passé pour les renforcer, pour les traiter. On peut traiter des situations du présent et on peut traiter des situations du futur. Par exemple, la question de la reprise du travail avec le problème de l'évitement peut être l'objet de séances de MDR où le sujet s'imagine reprendre le travail, qu'est-ce qui va lui poser le problème, de quelles ressources il a besoin pour reprendre le travail, et hop, on envoie des stimulations bilatérales alternées de manière à ce que cette capacité à se projeter dans le temps, dans la reprise du travail, soit plus efficace. Voilà pour le MDR. Euh, cette diapo, on passe au TCC. Alors bon, les TCC, je ne sais pas s'il y a une diapo pour les TCC. Thérapie cognitivo-comportementale, typique. Ah oui, non, il n'y en avait pas. Donc vous aviez raison. Typiquement, pour vaincre l'évitement, hein, donc on est bien d'accord, il se passe quelque chose au travail, le sujet est victime de symptômes d'évitement, il ne peut plus revenir au travail. Rien qu'à l'idée de revenir sur le lieu de travail, c'est impossible pour lui. Donc là, les techniques d'exposition euh, peuvent être mises en place, hein. Apprendre à mesurer son niveau de stress, d'une part. Apprendre les techniques pour abaisser le niveau de stress. Par exemple, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose de très simple qui est connu d'à peu près tout le monde, et faire une alternance de respiration et d'expiration pour abaisser le rythme cardiaque. Il y a même des applis sur le téléphone pour pouvoir faire ça. Donc, on mesure son niveau de stress, on sait le faire baisser, et à l'aide de ces deux outils, on va s'exposer progressivement à ce qui est la source d'angoisse. D'abord en imagination, peut-être en image avec les vidéos. Ensuite, aller sur place, par exemple pour les accidents qui ont lieu à un endroit précis du parcours du bus ou du car, y aller, pas avec le bus, mais y aller simplement pour s'exposer, s'arrêter, faire les exercices d'abaissement du stress pour voir qu'en fait, ben, il ne se passe rien. Voilà, il ne se passe rien et on peut être à cet endroit avec un niveau de stress bas. Voilà, ça c'est un exemple des TCC. Bon, les, les thérapies psychodynamiques inspirées de la psychanalyse à partir du modèle de l'effraction et des mécanismes de défense.
aider le sujet à prendre conscience de ses mécanismes de défense, de leur effondrement et de leur reconstruction, avec jouer sur l'inconscient, abaisser les barrières pour que ce qui est inconscient puisse venir à la conscience. Ça, c'est les thérapies psychodynamiques. L'hypnose est utilisée pour revivre les traitements. Je ne dirais pas grand-chose parce que je ne pratique pas. L'ICV, qui est une technique de thérapie très, très répandue actuellement. Donc, il s'agit d'amener le sujet à intégrer l'événement dans son cycle de vie, c'est-à-dire de l'intégrer comme un événement comme un autre. Hein. Par exemple, si une femme a été agressée par son mari il y a 10 ans et qu'elle reste toujours bloquée là-dessus, c'est avec elle parcourir toute sa vie de manière à avoir une histoire comme ça, avec une succession d'événements, et replacer cet événement, eh bien, il y a 10 ans. Voilà. Ce n'est pas un événement qui dure encore aujourd'hui, 10 ans après, c'est un événement qui a existé il y a 10 ans et qui doit être circonscrit par les événements du cycle de vie de la personne qui sont arrivés avant et les événements qui sont arrivés après. Heureusement, de nombreuses victimes arrivent à s'auto-traiter avec des médias qu'ils pratiquent et qu'ils maîtrisent parfaitement. Il y a l'écriture. Voilà, avec un très bel exemple qui est l'ouvrage de Philippe Lançon, donc, qui était au comité de rédaction de Charlie Hebdo lorsque il a été mitraillé, il a été très gravement blessé. Et cet ouvrage raconte, raconte pas tellement les faits, mais surtout ce qui s'est passé dans sa tête. Et on peut imaginer que le fait d'écrire un ouvrage sur le drame permet de passer à autre chose et d'exprimer tout ce qu'il y a à dire sur le sujet et aussi de chercher dans sa tête et de classer dans sa tête tous les souvenirs liés à l'événement et à au mois d'hospitalisation qui ont suivi. Un autre exemple, c'est le dessin. Hein, il faut interroger les personnes sur est-ce qu'elles dessinent et qu'est-ce qu'elles dessinent. Donc voilà un autoportrait de Phil Jacques. Hein. J'ai son accord pour le diffuser dans le cadre de ce webinaire qui porte le nom de Sika Trauma et qui a un rapport avec un accident dont il a été victime et qui a laissé des traces sur son visage. Ensuite, voilà, on passe au cas clinique. Donc, je continue. Alors, Sophie. En fait, j'ai 3 cas de conductrices, hein, donc de personnes qui ont été victimes d'une situation traumatique pendant leur boulot. Donc ici, c'est une vraie photo, enfin, c'est une vraie photo de l'accident, ou en tout cas, c'est une photo de l'accident tel qu'il s'est passé, c'est-à-dire que Sophie était au volant du tram et une voiture brûle la priorité sur la droite. Il y a un choc et elle continue à pousser la voiture sur plusieurs dizaines de mètres avec l'inertie du tram. Et là, pendant qu'elle pousse la voiture, elle croise le regard de la conductrice et de sa fille qui est à côté du siège. Voilà, il y a comme ça un temps suspendu où le tram pousse le véhicule, on ne sait pas s'il va l'écraser ou pas. Et donc, ce n'est pas juste un flash, il y a une certaine durée, une certaine épaisseur dans l'événement traumatique. Sophie est mariée, elle a 3 enfants, elle n'a pas d'antécédents psy, elle conduit les véhicules depuis 15 ans, et peut-être justement parce qu'elle n'avait pas d'antécédents, elle va tarder à être prise en charge. En tout cas, moi, je ne la verrai à la consultation EMDR que 18 mois
après l'accident. 18 mois au cours desquels elle est restée symptomatique, avec des difficultés de sommeil, avec un évitement total du travail. Première séance, le lieu sûr. Donc, on trouve dans son album de souvenirs un refuge qu'elle peut imager avec des sensations corporelles, un refuge psychique dans lequel donc elle peut s'apaiser. Première séance, fin juin. Elle part en vacances et elle revient pour 3 séances au mois de juillet, des séances assez rapprochées. La deuxième et la troisième, 4 jours d'intervalle. Et entre la troisième et la quatrième, 3 jours. Donc 3 séances très rapprochées où donc on traite l'accident avec cette cognition négative, ce sentiment d'être une meurtrière. Voilà. Elle a ressenti cette cognition lorsqu'elle poussait la voiture, je suis une meurtrière, je vais les tuer, et elle n'arrivait pas à s'en défaire. À la troisième séance, elle raconte donc après la deuxième, elle a été très fatiguée. C'est souvent un bon signe, un signe d'efficacité que la personne soit épuisée avec une hypersomnie après la séance. Et la quatrième séance, où des nouveaux souvenirs, des éléments de l'accident qui étaient passés à l'as reviennent pendant la séance, fait que elle est dégagée de cet événement. Et on en vient à penser que finalement, elle n'y est pour rien, ce que tout le monde lui disait, bien sûr, dès le départ, puisque elle était dans son droit, c'est la voiture qui a complètement brûlé le feu rouge. Mais à la quatrième séance, elle en est convaincue, et on en restera là, donc en 4 séances, 18 mois après, le souvenir traumatique, le PTSD, donc, puisqu'elle était en PTSD, puisque c'était loin, est résolu, est traité. Alors là, c'est une autre situation. Françoise est au volant de son bus. Elle a 55 ans. Là, je n'ai pas pour rien dans ce qui va suivre. Elle a eu de multiples accidents de travail, des agressions, des accidents au cours des 20 années qu'elle a passées dans l'entreprise. Elle vit seule, elle n'a pas de traitement, elle n'a pas d'antécédents psy. Et un soir, alors qu'il fait nuit, elle subit une attaque au mortier, hein. Donc elle roule, et puis des jeunes tirent des feux d'artifice, et puis il y en a un donc, qui incline le projecteur de feu d'artifice directement sur le bus, et donc tire le projectile qui explose contre le bus sans faire plus de dégâts que ça. Mais évidemment, quand on est pris à partie de cette manière, ce n'est pas rien. Elle est en état de stress aigu, mais elle continue à avancer. Et là, elle va appeler la sécurité et qui va lui donner une réponse. Bah, écoute, s'il n'y a pas de dégâts dans le bus, si tu as du monde dans le bus, si ça t'ennuie pas, tu continues. Donc, une minimisation de la gravité de l'événement par les personnes chargées de la sécurité. Là, la cognition négative, c'est plutôt le sentiment d'être faible. Je suis faible, je suis rien finalement dans toute cette affaire, et puis je peux rien faire. C'est le sentiment d'être complètement démuni. Première séance, le lieu sûr, qui joue son rôle avec une certaine forme d'apaisement. Et puis, deuxième séance, troisième séance, là aussi, beaucoup de fatigue après les séances. Quatrième séance, le sommeil est légèrement amélioré, mais surviennent des cauchemars qui mettent en scène la série d'accidents du travail qu'elle a vécu. Et à partir de là, elle va se focaliser sur le contexte du travail, de l'entreprise. Je vais la revoir une cinquième fois où elle a été réactivée par
des accidents de bus qui ont eu lieu au moment entre la quatrième et la cinquième séance, avec des bus qui ont pris feu. Tout ça, elle est réactive, complété par un rendez-vous avec son hiérarchique ou qui va pas bien se passer pour elle de son vécu. Donc, au bout de la cinquième séance, on a une situation où la question du feu d'artifice, du mortier, est traitée, mais il reste une, il reste un sentiment de ne pas être soutenu par son entreprise, pour laquelle elle a toute une série de récriminations dont elle ne sort pas. Voilà. Moi, j'ai fait mon travail par rapport à l'objectif, donc on se sépare à la cinquième séance, mais par contre, elle n'a pas repris le travail. Salomé, donc Salomé, elle a 40 ans, elle est au contrôle, elle n'est pas à la conduite, et un jour, alors qu'elle est au contrôle, elle est divorcée, elle a 3 enfants, pardon, elle va se faire agresser physiquement par un homme qu'elle veut contrôler, mais avant même qu'elle le contrôle, il donne un violent coup d'épaule, puis un coup de genou. Voilà, lorsque je la vois 5 jours après, elle est très symptomatique, troubles du sommeil, évitement plus, très hyper vigile, avec des réactions de sursaut. Elle est assez rapidement soulagée par le lieu sûr. Dès la deuxième séance, elle déclare que ce lieu sûr auquel elle s'est entraînée est efficace. Mais la cognition négative, qui est le sentiment d'être faible, hein, dans cette situation, est très prégnant. Euh, donc là aussi, c'est au mois de juin. Donc les séances ont lieu tous les 2 jours, puis tous les 3 jours. Elle est toujours épuisée après les séances, au point de dormir aussi l'après-midi, mais elle apprécie beaucoup de venir. Je vais la voir 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, et au bout de 6 fois, va émerger, comme souvent, une deuxième cible. C'est-à-dire qu'alors qu'on travaille sur cette agression qui a eu lieu dans le bus, quand elle se laisse aller et que les représentations font leur œuvre, finalement, qu'est-ce qui revient? Il revient les agressions du père. Voilà, elle a subi des agressions, des violences de la part de son père, et c'est ça qui revient spontanément. Donc, on termine l'agression du bus, qui est traitée, et ensuite je lui propose 2 séances sur le père, enfin 3 avec celle où la cible est apparue, 3 séances sur le père, et malgré la distance dans le temps, ces 3 séances vont être très bénéfiques et vont lui permettre de vraiment de franchir un pas dans la résolution voilà, peut-être pas la résolution, mais en tout cas dans l'amélioration des conséquences de ce souvenir. Voilà pour les cas. Merci, Monsieur Grabou. Alors, je reprends très brièvement la parole pour la dernière partie, offre de service accompagnement, et pour vous redonner la parole, pour présenter donc la CUMP, la structure à laquelle vous appartenez, la cellule d'urgence médico-psychologique. Oui, alors juste quelques flashs sur l'ECUMP, hein, puisque vous avez maintenant une Tout cellule à fait. d'urgence médico-psychologique dans chaque département. Elles ont été créées à l'initiative de Jacques Chirac, que l'on voit euh, là pour les attentats de 1995 dans le métro au Palais Royal. Et donc, il va se projeter sur le terrain très rapidement où il y a encore des victimes. Vous voyez les ambulances qui sont derrière. Il y a encore des victimes. Et donc, il va être saisi par l'émotion que génère ce genre de drame. C'est à partir de là qu'il va décider qu'il faut faire quelque chose pour les citoyens. Et donc, il va confier cette mission à Henri Emmanuelli d'abord, et Henri Emmanuelli va traiter avec Louis Croc. C'est donc Louis Croc qui va être la cheville ouvrière et qui va préparer les textes réglementaires pour créer ces cellules d'urgence médico-psychologique en 97, à titre d'expérience dans quelques villes. Heureusement, ils choisissent Toulouse. En 2001, l'usine AZF explose en milieu hyper urbain
la cellule d'urgence médico-psychologique de Toulouse, qui va demander des renforts, va faire merveille et va donc justifier la généralisation du dispositif en 2003. Évidemment, lors des attentats de Paris en 2015, les cellules d'urgence médico-psychologique vont être très très sollicitées et ça va être aussi un élan politique et réglementaire qui va structurer ce réseau de volontaires de la psy, hein. Ce sont des infirmiers, des psychologues, des psychiatres qui travaillent dans les hôpitaux psychiatriques et qui, au moment des catastrophes, se dégagent de leur quotidien pour aller développer des, des postes de l'urgence médico-psychologique sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le son? La cellule d'urgence médico-psychologique, pour la déclencher, il faut passer par le 15. Il y a une permanence 7 jours sur 7, 24-24. Le médecin régulateur du 15 peut appuyer sur le bouton CUMP avec donc un temps de Monsieur Grabeau, on régulation. vous entend assez mal, excusez-moi. Est-ce que vous avez un moyen de réguler votre son? Je peux approcher ma tête, mais là, ça va comme ça, là? C'est mieux? Oui, là, c'est mieux. Bon, je vais essayer de parler plus fort. Donc, il y a un temps de régulation psy avec le médecin régulateur, le médecin SMUR sur place et le permanent de la CUMP pour décider ce que l'on fait. Est-ce qu'on intervient immédiatement? Est-ce qu'on intervient le lendemain, par exemple, pour animer des groupes? Ou bien est-ce qu'on transporte les personnes pour les prendre en charge ailleurs? Les clients, pour m'exprimer ainsi, de la CUMP, c'est les victimes, ceux qui étaient directement victimes, mais aussi les impliqués, ceux qui étaient là, qui n'ont pas été, victimes, mais qui ont vu les choses se passer sous leurs yeux, les proches, ceux qui sont endeuillés en particulier, et aussi les sauveteurs. Lorsque vous avez des sauveteurs ou des policiers ou des pompiers qui doivent aller au-devant de scènes dramatiques, la CUMP, c'est la structure ad hoc pour les prendre en charge. La CUP intervient en immédiat, quelques heures après l'événement, sur place, et en post-immédiat, c'est-à-dire pendant le mois qui suit. Après, on passe sur d'autres ressources. Voilà pour la CUP. Très bien, merci Monsieur Grabou. Alors, du côté du SSTI, tous les participants au webinaire vont recevoir un petit document qui a été fait par le groupe RPS du service, notamment en cas d'événements traumatisants au sein d'une entreprise. Par exemple, suicide dans une entreprise ou accident violent avec amputation, des accidents violents, des choses violentes vues dans l'entreprise. Donc, ce document a été résumé sur cette slide. En cas de situation d'urgence, l'employeur peut nous solliciter pour l'aider à gérer l'événement grave. Donc, notre intervention tourne autour de 4 axes. Aider l'employeur à gérer la crise générée par l'événement en participant à la cellule de crise. Alors, il est expliqué notamment dans ce document comment constituer une cellule de crise pour aider l'employeur à créer sa cellule de crise. En second point, initier la prise en charge des victimes ou témoins. Donc, si nécessaire, le SSTI peut les orienter vers des structures ou des professionnels adaptés, tels que vous, par exemple, Monsieur Grabou. Assurer le suivi médical sur le versant santé-travail de la victime et ou des témoins pour favoriser le maintien en emploi de chacun avec l'appui de la psychologue du travail. Donc, on en revient à cette notion de maintien en emploi et voire d'inaptitude qui peut être connectée à cette problématique. Et enfin, analyser les causes de l'événement grave, accident du travail par exemple, et conseiller l'employeur afin que les situations à l'origine de l'événement soient corrigées et ne puissent pas se renouveler. Voilà, on vous remercie, je vous remercie, nous vous remercions de votre attention et à partir de maintenant, nous allons rouvrir les micros et vous allez pouvoir poser vos questions. Vous en avez peut-être déjà posé sur le chat.